Bon, t'es prêt? Yes. T'es prêt? Ok. Donc, schizophrénie et glutamate. Ok. Donc, c'est pas juste ça, on est d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. T'as un neurone présynaptique, et là, t'as à l'intérieur de ça les petites vésicules, Mhm. et à l'intérieur de ces vésicules, t'as du glutamate. L'important, et en fait, ça c'est présent sur le reste des synapses, hein, c'est que t'as pas le neurone tout seul, tu as des cellules gliales à côté, et les cellules gliales jouent un rôle dans les interactions que tu as au niveau des neurones dans la synapse. Ça, c'est vrai aussi pour la dopamine et le GABA, etc., hein. Quand tu vois une image avec un axone là, et du coup le côté présynaptique, et puis après un neurone postsynaptique, en fait, le neurone, il peut avoir jusqu'à 1000 interactions à la fois. Hmm. Donc, c'est une version extrêmement restreinte et limitée de ce qui se passe. Donc, personne de sensé prétend que ça résout bien la pharmaco qui peut se passer. Tu as à peu près autant de neurones que de cellules gliales dans le cerveau, et donc c'est 10 milliards. Donc, c'est pacte, hein, il y a du monde dedans. Donc là, tu as des vésicules et dedans, tu as le glutamate. Et une fois que tu as ton potentiel d'action et ta dépolarisation membranaire qui s'est fait avant, si jamais tout se passe bien, ben, paf, il y a une sécrétion qui va se faire parce que les canaux sodiques vont s'ouvrir, puis les canaux calciques vont s'ouvrir suite à leur modification sur le voltage. Ils vont voir le voltage membranaire et paf, il y a le glutamate qui va se libérer. Ok. Et la cellule gliale va récupérer un petit peu de glutamate. D'accord? Donc, hmm, la protéine qui récupère le glutamate au niveau des cellules gliales, c'est la EAAT. Et là, c'est excitory aminoacide transporteur. Ok. Donc, ça récupère les acides aminés excitateurs. C'est tout. Donc, le glutamate et le GABA, c'est des acides aminés. Donc, il y a un groupement acide carboxyle et il y a un groupement amine NH3. Quand tu regardes l'attention de la molécule, la dopamine et la noradrénaline, c'est des catécholamines. Il y a un groupement amine et un groupement catéchol. La sérotonine et la mélatonine, c'est des indolamines. Il y a un groupement indole et un groupement amine. Enfin, tu vois, après, c'est de la de la chimie, hein, qu'on fera après parce que moi, ce Hmm. sera kiffant. Mais en gros, là, c'est les acides aminés excitateurs qui sont récupérés. Et donc, c'est toujours le même principe. Le cerveau est une feignasse. Le cerveau veut pas gaspiller quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'est au lieu d'aller massacrer ton glutamate, eh ben, tu la récupères dans la cellule gliale. Et en fait, c'est un acide aminé. Donc, ça sert à quoi, les acides aminés? Ça compose la base de quoi? Du tour de la cellule. Euh, ouais, et le tour de la cellule, c'est composé par quoi? Des acides gras. Donc, il y a les acides gras qui font la membrane, Mhm. deux ou double couche d'acides gras, et au milieu, il y a des transporteurs, par exemple. Oh. Et ça, c'est des protéines. Ouais. En fait, quand on dit que c'est un transporteur, c'est une protéine. Et en fait, quand on dit que c'est une protéine, bah, c'est un assemblage d'acides aminés. Ok. Donc, en fait, les acides aminés, tu en as 20, tu en as qui sont essentiels. À savoir, tu peux pas les synthétiser toi, il faut les bouffer pour que ça marche. Et tu en as qui sont un peu présents parce que tu arrives à les synthétiser. Mais du coup, l'idée, c'est le glutamate, c'est un acide aminé. Donc, on va pas juste le dégrader comme ça en s'en servant pas. La cellule gliale va récupérer ça pour recycler un petit peu tout ça. Donc, après, ça va se faire de la protéine, etc. Donc, si jamais tu récupères ça dans la cellule gliale, et ben, c'est le cerveau qui garde son stock de glutamate et c'est aussi bien que ce soit pas mélangé avec les protéines, et etc. etc. Ok, donc c'est comme la sérotonine. Euh, le tryptophane, c'est un acide aminé. Et en fait, l'endroit où tu as le plus de tryptophane, c'est dans les protéines du corps. La Ça peut cellule servir en gliale, tant qu'acide pourquoi aminé. on dit qu'elle est gliale? Enfin, pourquoi on l'appelle comme ça et qu'est-ce qu'il y a Eh ben, tu as plusieurs sous-types de cellules. Tu as les astrocytes, les oligodendrocytes, etc., etc. Et en fait, c'est des cellules qui sont périphériques aux neurones, entre guillemets, et qui ont d'autres fonctions. Donc, tu as des fonctions de nettoyage
ouais, ça, de nettoyage du neurone. Tu as des fonctions de soutien où le neurone il va aller se baser un petit peu sur la route qu'a tracée la cellule gliale. Tu as des fonctions anti- et pro-inflammatoires. Enfin, ça fait plein de trucs. Enfin, ça s'arrête jamais après, Ouais, hein. ouais, ouais, bah oui. Mais on va le faire après, t'inquiète pas. Et donc là, si jamais tu as du glutamate qui est récupéré dans ça, Mhm. dans la cellule gliale, et ben, le glutamate peut être transformé en glutamine avec la glutamine synthétase. Donc là, ça se termine par ase, c'est une enzyme, et c'est glutamine synthétase, donc ça synthétise de la glutamine. Ok. Là, c'est tout crétin. Donc en fait, une fois que tu as la glutamine, ça, c'est pas un acide aminé. La glutamine, ce n'est pas un acide aminé, donc ça ne sert pas dans la synthèse protéique. Et donc, une fois qu'elle est là, ben, elle ne sert pas à grand-chose. Et donc, elle va finir par surcasser. Et donc, elle va, avec un autre transporteur, retourner dans le neurone présynaptique. OK. Par quel mécanisme elle retourne dedans? Par Bah, des c'est canaux le ioniques même. aussi? Non, c'est pas un canal ionique parce que le canal ionique, ça fait passer des ions. Oui, c'est vrai. Définition. Là, c'est pas compliqué. Donc là, c'est vrai. Là, c'est un autre transporteur. Et le transporteur, il s'appelle SNAT. Là, il va y avoir plein de transporteurs. Honnêtement, après, tu te fais plaisir, tu apprends les transporteurs. Mais l'idée, en gros, c'est que il y a un transporteur qui va faire que la glutamine revient dans le neurone présynaptique et qu'il y a un transporteur inverse qui va faire sortir la glutamine de la cellule gliale. Hmm. Ok. Là, tu as ta glutamine et qu'est-ce que tu fais avec ta glutamine? Et ben, en fait, ça se retransforme en glutamate. Ok. Ok. Donc, tu as ta glutamine. Tu as une enzyme mitochondriale qui est la glutaminase qui va péter la glutamine et pof, ça fait du glutamate. Donc là, tu as un petit tour qui s'est fait, on est d'accord? Mhm. Tu as ton glutamate qui est dans les vésicules présynaptiques, qui rentre dans les vésicules présynaptiques avec la VGLUT. Donc c'est vésiculaire glutamate transporteur. Ok, donc là, c'est pas compliqué. On avait avant la VMAT, et VMAT, ça veut dire vésiculaire monoamine transporteur. Donc les monoamines, c'est sérotonine, noradrénaline, dopamine. Et donc là, c'est vésiculaire glutamate transporteur. Et donc, il fait sortir le glutamate Spécifique au glutamate. cytosolique, là, pour le faire rentrer dans les vésicules cytoplasmiques, pour le faire rentrer dans les vésicules. OK? Et donc là, c'est tout con. Donc là, tu as vu, ça fait un tour complet. Mhm. OK? Mhm. Après, il y a où est-ce que le glutamate va se foutre une fois qu'il est sorti de la cellule. Et donc là, il y a plusieurs types de récepteurs au glutamate. Donc là, en fait, c'est tellement simplifié que c'est complètement faux. Tout ce qu'on va voir est complètement faux. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est comme ça, mais C'est une bonne base. faut le voir comme une tentative d'explication qui peut se retrouver soit corrigée dans le futur, soit complètement anéantie. Mais faut pas se dire je connais le glutamate. Enfin, tu vois, c'est vraiment une façon d'expliquer, c'est simplifié. Glutamate, tu as trois types de récepteurs quand il est ionotrope. Donc, c'est les récepteurs. Le glutamate va se lier, il y a un ion qui va rentrer. Hmm. Ok. Tu as plusieurs récepteurs glutamate métabotropes qui sont liés à des protéines G, comme on a parlé hier. Ok. Là, on est en train de faire un trip sur les récepteurs ionotropes au glutamate qu'on appelle les récepteurs NMDA. Ok. Mhm. Donc, on est sur une particularité. Tu vois, c'est un chapitre de l'histoire des récepteurs au NMDA. Et après, les récepteurs NMDA, qu'est-ce qui se passe quand tu fais rentrer du calcium, etc. On va pas en parler. On va pas en parler, pas parce que c'est pas important, on va pas en parler parce que c'est probablement trop compliqué pour que les gens comprennent. Ouais. Et l'idée là, c'est de la pharmaco. Donc, faut aussi que ça vende. Et tu vas pas casser le crâne des gens avec des noms d'enzymes de tous les côtés. Mais donc, faut avoir en tête que c'est extrêmement restreint. Tu vois. On voit le message. Donc, c'est comme si tu faisais un cours et que tu regardais les facteurs et ce qu'ils faisaient. Hmm. Ils sont en train d'amener le message, mais après, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres? Une fois qu'on l'ouvre, on ne sait pas du tout. Ok. Donc, il faut rester humble sur ça. Il y a un espèce de piège.
Donc, c'est des récepteurs au glutamate. Et ces récepteurs au glutamate, ils ont besoin pour bosser de glycine. Tu vois, Mhm. tu sens Mhm. tu sens que ça prend un peu de l'ampleur. Mhm. Donc, de la glycine. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir de la glycine? Et la glycine arrive d'un neurone qui va donner de la glycine. Ok. Il n'y en a pas beaucoup. Et la glycine, elle arrive que par là. Ok. Donc là, tu notes qu'il y a plusieurs mondes, hein. Il y a le neurone présynaptique, la cellule gliale, le neurone glycinergique qui va donner de la glycine et le truc postsynaptique. NMDA. Ok. Et le récepteur au glutamate ionotrope de type NMDA. Il y a le récepteur glutamate ionotrope NMDA, les AMPA et les kainates. Et en fait, on a appelé ça parce que c'est le nom des molécules qui ont permis de découvrir le récepteur. Tu te souviens? C'est comme les récepteurs à la nicotine qui sont muscariniques ou Mhm. nicotiniques. C'est ceux-là, tu notes de la muscarine, tu vois que c'est ces récepteurs-là qui sont occupés par, c'est les récepteurs muscariniques. Donc là, c'est du récepteur, tu mets du N-méthyl-D-aspartate. Ok, c'est juste le nom et le kainate pareil. Et AMPA Ok. aussi. Donc en fait, il n'y a pas que des récepteurs au NMDA, il y a des récepteurs à d'autres trucs au glutamate en même temps qui se travaillent. Ok. Mhm. Donc là, c'est vraiment simplifié, genre, c'est pas beau. Là, la glycine arrive et en fait, c'est pas le neurone enfin, c'est pas ce neurone-là qui va forcément balancer de la glycine. La cellule gliale aide aussi au fait qu'il y ait de la glycine qui soit dans ce bordel-là. Mais ça veut dire qu'elle a Ok. déjà recapturé Elle ou... a chopé de la glycine ailleurs, ouais. Ok. Ok. Donc, tu as de la glycine qui peut arriver du neurone avec la glycine, et tu notes que si jamais il passe en postsynaptique, enfin, la glycine passe en postsynaptique, elle peut revenir avec la glycine transporteur dans le neurone à glycine. Ok. Mhm. Ça, donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que là, il y a quelque chose qui va se lier aussi en plus. D'accord? Mhm. Sur la sérotonine, ça se lie, on n'en parle plus, Mhm. entre guillemets. Mais là, il faut qu'il y ait un peu de glycine pour que ça marche, pour que ce récepteur au NMDA il puisse s'ouvrir. Et si tu n'as pas de glycine, c'est mort. Il y a pas de, ça va pas s'ouvrir. Ça ne peut pas. Ok. Et donc là, en fait, c'est comment est-ce que tu vas faire de la glycine. Et c'est là où, honnêtement, je pense que ça commence à se compliquer un peu. Tu as de la sérine qui est un acide aminé. Mhm. Et donc, c'est la L-sérine. Parce qu'il y a différentes. Les acides aminés, ils sont soit L, soit D, en fonction de comment ils vont réfracter la lumière, grosso modo. Ça, c'est comme le S-citalopram et le R-citalopram, Mhm. c'est pareil. Donc, ce L, c'est la lévosérine et D, c'est la dextrosérine. Ouais. Donc, tu peux presque, pour simplifier, tu pourrais dire que c'est la L-sérine, et D-sérine, tu pourrais que c'est la S-sérine et R-sérine. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est le même principe. Ok. Donc, tu prends de la sérine, la L-sérine, tu la fais se ramener dans la cellule gliale avec la L-sérine transporteur. Mhm. Ok. Là, l'idée, c'est pas de connaître le N-sérine transporteur, c'est que tu sais qu'il y a des transporteurs qui vont faire rentrer la L-sérine, Mhm. et puis c'est tout. Après, à force de te faire bouffer le crâne par des questions, ça finit par rentrer. Mais tu vois, l'idée, c'est pas d'essayer. Si t'essayes d'apprendre tout ça d'un coup, t'es niqué, hein. Non, ouais. C'est pas la peine. Ok. Donc ça rentre, et une fois que tu as de la L-sérine, bah c'est bien, mais ça va pas forcément te servir à quoi que ce soit. Et donc, ce que ça fait, et grâce à cette enzyme, c'est la SHMT, et c'est la hydroxyméthyltransférase. Ok. Ça s'appelle comme ça. C'est encore une enzyme. C'est comme ça que tu veux. C'est comme ça que ça s'appelle. Stérine, hydroxy. Hydroxyméthyltransférase. Et paf, ça fait de la glycine. Mhm. Ouais. Donc, tu as la sérine qui traîne, tu la fais rentrer avec de la L-sérine transporteur. Le L, il est important, on va le voir après, et ça se transforme par sérine hydroxyméthyltransférase. Donc, tu prends de la sérine, tu mets un groupement hydroxy, tu mets un groupement méthyle, ou tu l'enlèves, tu n'as même pas besoin de savoir ce que forcément ça, Oui. et paf, ça fait de la glycine. Tu notes hydroxy et méthyle, c'est des trucs qu'on a déjà vu avant, hein, tu te Mhm. souviens, hein.
Et hop, ça fait de la glycine. Et une fois que tu as de la glycine, paf, tu as un transporteur qui va la balancer dehors. Ok. Donc là, c'est la GLIT1, mais dans l'autre sens. Ok. Parce que tu te souviens, sur ce neurone-là, on avait la glycine transporteur qui ira récupérer. Mhm. Dopamine transporteur, ça récupère la dopamine. Sérotonine transporteur, ça récupère à chaque fois. Et donc, quand tu mets transporteur, ça récupère. La L-sérine transporteur, elle Mhm. récupère. Donc, si jamais tu as de la glycine là, ça va pas forcément être utile. Et donc, il faut la faire sortir. Et donc, c'est la glycine transporteur, mais dans l'autre sens. Mhm. Ok. Ça, on l'a vu hein, avec la dopamine transporteur, si tu as énormément de dopamine parce que tu as mis des amphetes ou de la méthamphétamine et que la concentration dopaminergique du neurone présynaptique est énorme, et ben, le transporteur peut s'inverser, il en fait sortir au lieu d'en sortir. Et là, bah, c'est le transporteur, mais dans l'autre sens. Alors, la cellule gliale, elle peut recapturer finalement la glycine du neurone Ouais, de de glycine, la synapse, mais elle peut là. aussi le créer de la L-sérine à finalement la glycine en Bon, passant par le. en fait, elle récupère de la L-sérine, et puis après, Ouais. à partir de la L-sérine, elle crée de la Donc glycine, elle en et crée après, elle la aussi. fait sortir. Ok. Ok. Et donc là, le transporteur à la glycine des neurones glycinergiques, c'est la GLIT2. Et Mhm. là, c'est la GLIT1. Donc Ok. GLIT2 dans le neurone glycine. Ouais, et GLIT1 dans la cellule gliale. Ok. Donc là, paf, ça sort. Et il y a. Alors là, c'est là que c'est superbe. Euh, plus tu as de glycine, plus le récepteur NMDA va marcher. Ok. Mhm. De bloquer la glycine, c'est quand même stylé parce que si jamais tu as plus de récepteurs NMDA bloqués, peut-être que ça peut être un peu antipsychotique. Ok. Mhm. Et dans les molécules qu'on a qui augmentent la concentration de glycine, eh ben, c'est la clozapine Qui augmente le plus? qui augmente la concentration de glycine intrasynaptique le plus. Ouais. Donc, c'est pas impossible que ce soit un des mécanismes d'action qui fait que la clozapine marche. Mais alors, tu m'as dit que si. Il faut que le récepteur NMDA marche bien, D'accord. parce que s'il marche bien, il va J'ai pouvoir compris. bien s'activer et après, il va pouvoir bien calmer les neurones, grosso modo, on va le voir après. Ok. Et du coup, une des choses qui pourrait faire que ça marche pas très bien, c'est qu'il n'y a pas assez de glycine. Et du coup, la clozapine, elle peut augmenter les concentrations intrasynaptiques de glycine, ce que font pas d'autres antipsychotiques. Et donc, tu as des antipsychotiques où si tu rajoutes de la glycine mettant quelque chose qui inhibe la concentration, qui va augmenter les concentrations intrasynaptiques de glycine, et ben ça marche peut-être un peu. On a ça pour. On a, mais on en reparlera après parce que là, c'est en mode désespéré, quoi. C'est les gars, ils relèvent de Clozahar, mais ils veulent pas les prendre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu es obligé de faire du AMM, entre guillemets, Ok. hein, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Ça bloque pas l'équivalent de la Clozahar, hein, mais enfin, je pense que ça méritait d'être mentionné. Et donc là, tu as ta glycine qui est là, et puis qui va aller se lier sur les récepteurs. Ok. Mhm. Et le récepteur au NMDA, alors là, en fait, il y a de la glycine, mais il y a de la L-sérine, mais sur le récepteur, c'est de la D-sérine qu'il faut aussi. Ok. Donc Mm. en fait, on a l'acide aminé, la L-sérine, et il y a 20 enfin, il y a 20 acides aminés, mais si jamais tu veux t'en sortir là, il faut pas que ce soit de la version L, il faut que ce soit de la version D. Ok. Sur le canal. Ouais, oui, sur le canal. Donc lui, la L-sérine, elle est uniquement recapturée dans la cellule gliale et elle se transforme en glycine. Par contre, la Ouais. D-sérine, elle est Et bah, la jamais. D-sérine, on va voir ce qui s'en passe là. Ouais, Là, tu as L-sérine, tu as de la L-sérine, un récepteur, là, un ouais, transporteur, qui ouais. va la Qui rentrer. rentre. Et en fait, tu as une racémase, ça s'appelle comme ça. Et tu te souviens, la Keta, par exemple, c'est une
on fera peut-être que la moitié. C'est une molécule racémique. Il y a de la L-kéta et de la S-kéta. Il y a Mhm. de la R-kéta et de la S-kéta. Et en fait, on dit que c'est racémique parce qu'il y a un peu de mélange des deux énantiomères, la version D, la version S. La Mhm. version T, la version L, la version R et la version S. Ok. Et donc là, en fait, ce qui va transformer ta L-sérine en D-sérine, qui fait que l'affinité de la D-sérine est beaucoup plus importante que la L-sérine pour le récepteur NMDA, et ben c'est une racémase. Donc, en fait, la racémase, elle transforme une, un acide aminé D en un acide aminé L en un acide aminé D. Ok. Ça va juste tourner un peu la molécule, grosso modo. Ok. T'as vu comme c'est compliqué. Mhm. Ok. Et du coup, principalement, c'est ça. Et si jamais elle est dans la synapse et que bah, après tu sais pas trop ce que tu vas en faire, et bah, c'est toujours le même principe. Tu as des espèces de trucs qui vont faire que ça se recapture, etc., 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 etc. Ok. Donc là, il y a virtuellement moyen d'agir un petit peu partout avec différentes molécules, mais c'est honnêtement le foutoir Mhm. et je sais pas trop ce qu'il faut retenir de ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, tu as ta décérine qui, pareil, peut être récupérée. Donc, Mhm. c'est la décérine transporteur qui la récupère et celle qui a fait sortir, c'est la décérine transporteur inversée. Mhm. Donc là, on est sur la gliale décérine transporteur. Ok. Donc là, c'est un petit peu chaud et je sais pas. Non, ouais, faut qu'on avance un petit peu encore. Donc, tu as plusieurs types de récepteurs. On l'a dit tout à l'heure. Glutamate, NMDA, AMPA, kainate, et après les récepteurs métabotropes. Et en fait, les récepteurs métabotropes, ils sont liés aux protéines G, etc. Et tu peux en avoir en présynaptique aussi. Mhm. Et dans les récepteurs métabotropes, il y a différents types de récepteurs. Tu as les métabolites glutamate récepteurs, donc c'est mGlut R1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc en fait là, il y en a qu'un, mais en fait, il y en a plusieurs différents aussi. Ok. Et donc là, la concentration se fait principalement sur les récepteurs au NMDA, mais les récepteurs aux AMPA jouent un peu aussi. C'est pas impossible que si tu bloques tes récepteurs au NMDA, bah, tu as un peu plus de stimulation sur les récepteurs aux AMPA parce que naturellement, Ça vient compenser, quoi. ça va se concentrer sur ça, tu vois, ça va Mhm. divertir sur ça. Et donc, c'est quand même un petit peu chaud. Et du coup, là, tu as la liste. Alors, t'en as 8 des récepteurs glutamate métabotropes. Mais du coup, ça peut se lier à l'un, à l'autre, et etc., etc. Là, tu as les ionotropes. Tu as les gènes qui vont aller coder pour les récepteurs ionotropes. Et tu as les récepteurs métabotropes, mGlu, R, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. OK? Mhm. Là, tu as les agonistes aux récepteurs des AMPA, et donc c'est un peu toujours le même trip, tu vois, pour aller stimuler les récepteurs aux AMPA, tu as le AMPA, mais tu as aussi le kainate, et donc c'est pas exclusif. Tu Mhm. vois, il y a différentes façons d'aller stimuler ce récepteur-là. De la même façon que le récepteur à la 5-HT2A, tu peux le stimuler avec de la sérotonine, de la psilocybine, etc., etc. Tu vois, il n'y a pas de spécificité pour les substrats des transporteurs, et il n'y a pas de spécificité non plus pour les récepteurs. Ok. Ok. Et donc là, l'agoniste pour le récepteur, à chaque fois, c'est du glutamate, on est d'accord, parce que le glutamate, par définition même, c'est des récepteurs au glutamate. Ok, Mhm. c'est clair. Et donc là, tu as un exemple avec un récepteur métabotrope, et c'est toujours le même trip, hein. Soit ils sont présynaptiques, soit ils sont postsynaptiques. Les récepteurs présynaptiques, souvent, ils sont plutôt pas, c'est pas des 1, tu vois, c'est des alpha 2 présynaptiques ou alors des histamine récepteurs type 3.
présynaptique, etc. C'est rarement le 1. Après, tu as le 5-HT1A qui est présynaptique aussi, mais du coup, c'est un peu le même principe à chaque fois. C'est un autorécepteur et si jamais tu vas aller stimuler, il va y avoir du glutamate qui revient et qui va calmer la sécrétion de glutamate. Ok. Tu as les récepteurs aux AMPA et les AMPA, c'est important parce que c'est pas impossible que ça joue un rôle de dingue aussi. Donc c'est comme dans la schizophrénie, tu vois, tu as la schizophrénie, tout le monde on tripe tous sur les D2 récepteurs, c'est pas impossible que les D1 récepteurs jouent aussi un rôle. Et en fait, sur des souris, tu vas me dire, on s'en fout, c'est des souris, et tu auras raison, mais sur des souris, il y a un papier qui est sorti et qui raconte que en fait, les récepteurs qui sont mobilisés au-delà des D2, c'est aussi les D1 qui sont à chaque fois. Alors après, la schizophrénie chez une souris, c'est compliqué à faire, hein, ça. En fait, tu es obligé de faire certaines parties de la schizophrénie, genre l'agitation psychomotrice, machin, en mettant des amphètes et tout le drame, mais voilà, il faut avoir en tête que tout ce qu'on dit est potentiellement faux. Là, tu as les AMPA, et donc ça va exciter, et donc quand tu ouvres ça, et ben, les neurones, le, le, les ions d'un côté et de l'autre vont se modifier, vont traverser, et donc à partir du moment où le canal est ouvert, et ben, tu as du sodium qui rentre et du potassium qui sort. Et donc une Et donc une dépolarisation. Ok. Donc là, c'est pas nouveau. Si jamais. Et après, c'est des récepteurs ionotropes. Et donc toujours le même principe, hein. Si jamais tu les satures trop, les occupes trop, et ben c'est désensibilisé et ça marche plus. Là, il te faut à peu près le temps d'une clope pour que les récepteurs nicotiniques soient désensibilisés. Pour qu'ils soient resensibilisés, eh ben, il faut en moyenne 1 heure ou un peu moins. Et après, effectivement, si jamais tu fumes par-dessus, etc., ben, tu commences à faire d'autres récepteurs. Et donc, chez le patient fumeur chronique, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il faut avoir ça en tête. Les principes qu'on a vus s'appliquent aussi sur ces récepteurs qui restent des récepteurs ionotropes. Ok. On fait celui-là et je pense qu'on s'arrête parce que c'est un peu costaud quand même. Et donc là, tu as le récepteur NMDA. Et là, c'est là qu'il est superbe ce truc parce que ça n'arrive pas qu'avec ce récepteur, on est d'accord? Ça arrive dans l'ensemble du cerveau, mais ce récepteur, il va détecter une coïncidence. Et il y a 3 trucs différents qui doivent être présents pour que ce récepteur puisse s'ouvrir. Ok. De base, dans ce truc, il n'y a rien. Il n'y a rien qui y est là. Il est au repos. Et au milieu du récepteur, il y a du magnésium. Et donc là, il n'y a même pas d'activité intrinsèque, on est d'accord. Il y a l'activité intrinsèque, c'est même pas dit que ce soit pour les récepteurs ionotropes, mais les autres trucs. Et donc, c'est bloqué et il y a du magnésium qui est là et il se passe rien. Ok. Et donc, si jamais tu veux que ça s'ouvre, il faut que tu aies le glutamate qui soit là, la glycine qui soit là. Et en fait, même ça, ça suffit pas. Si jamais tu mets ces deux-là et que le magnésium est présent, et ben, ça s'ouvre pas. Et donc, en fait, le moment où ça va s'ouvrir, c'est le moment où le magnésium va se casser. Et donc, en fait, il n'y a que ça qui fait que ça s'ouvre. Et donc, c'est 3 trucs différents, glycine, glutamate et magnésium qui dégagent. Il se part comment le magnésium? Et bah, c'est compliqué. Donc, mais il faut le dégager aussi. Et donc, à partir du moment où tu as des molécules qui vont être des anti-NMDA, c'est le même principe que sur les récepteurs au GABA. Tu as des molécules qui peuvent être là ou ailleurs, et ça va pas forcément se mettre au même moment, aux mêmes endroits selon les différentes molécules. Ok. À partir du moment où ça s'ouvre, tu as du sodium et du calcium qui rentrent. Donc là, ça dépolarise, plein gaz. Et si tu as trop de calcium, c'est cytotoxique. Et donc, c'est par définition pas bon pour la cellule.
et ça commence à faire des dégâts costauds. Et donc, si tu ouvres tes canaux ioniques, sodique et calcium entrant avec du glutamate, la glycine, si tu ouvres tes récepteurs NMDA trop longtemps, eh ben, c'est cytotoxique. Voilà. Alors que si tu ouvres tes récepteurs au GABA trop longtemps, comme tu le fais avec les barbituriques, bah, c'est calmant. Oui, mais donc tu fais un coma et après le décès peut survenir, mais il y a moins d'urgence, entre guillemets, là, ça brûle moins fort quand même. Tu vois. Il y en a un où ça, c'est trop actif et l'autre où ça l'est pas. Et ça, un des exemples de fonction cérébrale qui est mobilisée là-dedans, c'est que c'est utilisé pour la potentialisation à long terme et c'est comme ça que tu apprends des trucs. Hmm. En fait, ce sont des récepteurs qui sont mobilisés dans le fait d'apprendre des choses et normalement, tous les jours, tu mobilises un petit peu ce système-là. Et donc, tous les midis. Et puis, bah, on verra demain comment ça fait parce que je pense que de toute façon, là, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà.